Antoine Spire, bonjour. Bonjour, Liliane Schumann. Aujourd'hui, vous allez nous parler du livre de Liliane Siegel, Pour une place dans le lit, et c'est aux éditions Bordelot. Alors, première question, qui est Liliane Siegel? Est-ce celle qui avait écrit La clandestine il y a quand même 35 ans? Oui, exactement, c'est elle. Alors, c'est une femme blessée qui ne le serait pas après avoir été liée pendant 20 ans à quelqu'un d'exceptionnel, dont la mort, soudain, rend la vie assez pauvre. Tant d'autres qui n'avaient, eux, jamais vu Jean-Paul Sartre se sont sentis orphelins au soir de sa mort. Et combien de femmes, le jour de la mort de Simone de Beauvoir, se sont retrouvées dépossédées, abandonnées par celle qui avait ouvert le chemin. Mais je dirais que la blessure de Liliane Siegel est d'avant, de toujours. Juive, née peu avant la guerre, elle a connu l'antisémitisme débridé, la peur quotidienne, les cachettes, la séparation avec ses parents et ses frères et sœurs, la mort de ses proches. Elle a survécu et elle a fait comme les autres, semblant de reprendre la vie en marche. Tout a été remis en cause à la mort de sa mère en 1959. Liliane, qui n'avait guère eu le temps d'aller à l'école, se mit à lire. À la force de l'âge, de Simone de Beauvoir, succéda Aden Arabi de Paul Nizan, préfacé par Sartre. Et bouleversée, Liliane écrivit à Sartre, qui par pneumatique lui fixa un rendez-vous. Commença alors une de ces histoires dont Jean-Paul Sartre avait le secret. Il y avait, en 1960, dans la vie de Sartre, dit Liliane Siegel, 4 femmes, en dehors de Simone de Beauvoir. Je fus la 5e. Sartre, qui travaillait beaucoup, n'avait plus de place pour cette nouvelle venue. Pas un instant toutefois, il ne songea à la renvoyer, cette petite fille souffrante, perdue. Il la mit sur son temps de travail et lui demanda de rester clandestine pour ne pas compliquer trop la vie, d'où le titre de ce livre Clandestine, paru il y a 35 ans. Elle ne fut introduite officiellement qu'en 1970, au moment où Sartre, de plus en plus sollicité par les maoïstes de la gauche prolétarienne, avait besoin d'aide. Liliane Siegel écrit « Je sortis de ma clandestinité pour devenir aussitôt le secrétariat d'un mouvement clandestin ». C'est ainsi qu'elle rencontra François Truffaut, qui devint son ami, le confident des années cachées. Il fallait être précis. François est mort, puis Castor, Simone de Beauvoir, et Liliane Siegel s'en souvient, puis il y eut une vraie hécatombe dans sa vie. Je me suis réfugiée dans ce récit que j'ai réécrit 5 fois, dit-elle. C'était un rempart. Je ne voulais pas que ce soit très long. Je ne voulais pas faire de redite par rapport à la cérémonie des adieux de Simone, mais donner un autre éclairage sur Sartre. À défaut de style, j'ai trouvé, je crois, un certain rythme. Il fallait, sans répéter du déjà dit, être précise, parce que Sartre et Castor aimaient la précision. Dans la vie comme dans son livre, Liliane Siegel raconte brièvement, avec concision, avec pudeur, sans amertume et sans lyrisme inutile. Et elle montre une étonnante tendresse pour Simone de Beauvoir, comportement singulier pour une des femmes de Sartre. Je ne comprends guère qu'on puisse les opposer. Ils étaient indissociables. Comment imaginer de séparer 2 personnes assez fortes pour conclure un pacte de vérité et le tenir pendant 50 ans, écrit-elle. Alors justement, quel est le sujet de son deuxième livre, donc Pour une place dans le lit? Alors je dirais que c'est avec des mots touchants que Liliane Siegel explique sa démarche. Depuis des années, je portais en moi le besoin de raconter mon enfance pendant la guerre, espérant que cela m'aiderait à atténuer les souffrances du passé. Mais évoquer la déportation de ma sœur me paralysait. Et il a fallu qu'un grave accident m'oblige à rester cloîtré, c'est elle qui écrit. Chez moi, ces dernières années, pour que ce désir d'écriture ressurgisse. Mon récit fait revivre ma sœur, morte à 16 ans à Auschwitz. Elle s'appelait Bella. Elle n'a pas de sépulture, son nom n'est pas gravé dans la pierre, et qu'il soit imprimé dans ce récit, écrit-elle. Alors le livre commence en septembre 1939. La famille de Liliane et Bella vit dans une baraque en bois, au fond d'une impasse du 20e arrondissement. Pas d'eau courante, pas de gaz, des pièces chauffées avec un poêle à bois. 4 sœurs, Fanny, Bella, Léa et Liliane, qui dorment dans le même lit cage. Deux petites sœurs, Odette et Pauline, sont dans une autre pièce, et Samy, le fils, dispose d'une chambre de luxe, puisqu'il a pour lui tout seul un petit réduit. Les parents, eux, sont chiffonniers. Et ils vendent des habits, des ferrailles, et ils arpentent les rues en criant « chiffonnier, chiffonnier ».
Vous savez comment on faisait avant la Oui. guerre. Liliane décrit sa hantise de l'école, les moqueries de ses condisciples qui se moquent justement de ses parents qui sont chiffonniers. Je suis suspendue à vos lèvres, Antoine Spire. J'en oublie mes questions tellement cette enfance est unique un petit peu. Oui, un peu dramatique, Ouais. un peu Non, misérable. surtout quand on connaît le personnage aujourd'hui et quand on connaît un petit peu son histoire. Alors évidemment, elle nous raconte une odyssée où elle se trouve ballottée jeune au gré des mises à l'abri successives. Alors, on peut dire que le père s'est engagé volontaire. Odette et Liliane ont été prises en charge par l'assistance publique, envoyées dans une maison de campagne, puis en fait, une mairie va les prendre en charge, et un jour, le père vient leur rendre visite. Elles sont très fières parce qu'il a apporté des oranges. Et avoir des oranges, c'était vraiment le comble du luxe. Et puis, c'est l'exode à l'approche des troupes allemandes, et c'est l'arrivée dans une ferme du Puy-de-Dôme. Là, on mange à sa faim, et ça l'étonne beaucoup. Et Maurice, le frère de la mère, est avec elle. C'est sa seule famille qui l'accueille. À l'automne 41, la famille retourne à Paris, et on note le nom des Juifs à l'école. Les demoiselles Sendik, puisqu'elles s'appellent Sendik, doivent se déclarer donc. La mère décide, quand elle apprend que ses filles ont donné leur nom juif, évidemment de leur demander de ne plus aller à l'école. Il faut que ces enfants quittent rapidement l'école à cause de rafles possibles. Ils se cachent dans la cave et échappent à la déportation. Pauline, l'une des sœurs, va mourir d'une méningite. Le père travaille à Évreux et fricote avec les Allemands, un peu de marché noir, et on apprend qu'il est arrêté comme juif à Évreux. La mère se rend immédiatement à Évreux et exerce un chantage incroyable auprès de l'officier allemand qui fréquentait son mari, qui est ainsi libéré, en disant c'est avec lui que vous avez commercé, je vais vous dénoncer, etc. Et même des brouilles avec un vieil homme qui cueille ses poires et qu'elle voit à Évreux, la mère toujours, et elle lui promet tout au lendemain de la guerre s'il accepte de loger toute la famille. Et ce type qui ramassait ses poires, donc accepte de loger sa famille. En fait, Léa, Odette et Liliane sont envoyés au Pré-Saint-Gervais pendant que le reste de la famille emménage à Évreux. Parce que c'est quand même pas très grand et toute la famille ne peut pas y trouver place. Et pour celles qui sont au Pré-Saint-Gervais, c'est l'Étoile jaune, la tutelle d'une tante, Henriette, qui leur soustrait les paquets envoyés d'Évreux par la mère. Et à toute occasion, c'est la réprimande, c'est la séquestration dans une remise où courent les rats. Du fait d'une crise d'impétigo, Liliane est hospitalisée et tente de rester à l'hôpital pour ne pas retourner chez sa tante violente et qui la bat. Les sœurs, en fait, parviennent à prévenir les parents et le retour à Évreux se fait, et c'est ainsi que la sœur aînée, Bella, doit aller dormir chez monsieur et madame Kaminski parce que le lit n'est pas assez grand pour tout le monde. Et donc, elle va aller dormir chez les Kaminski. Et en 1943, un certain nombre de croûtes disparaissent de la tête de Liliane, qui à Évreux va devenir élève de l'école des sœurs. Et alors, on lui explique qu'elle s'appelle Liliane Marais, qu'elle est catholique, qu'elle est orpheline. Et elle va devoir faire sa communion. C'est une histoire évidemment banale, mais en même temps terrible, parce que terrible dans la misère, vous le comprenez bien. Alors, je voudrais revenir sur Bella, donc la sœur aînée, donc elle est dormir chez les Kaminski, c'est ce que vous nous disiez, Antoine, mais elle a été dénoncée comme juive et elle doit aller pointer à la police 2 fois par semaine. Oui, alors en fait, évidemment, ça se passe pendant quelques semaines, et puis un beau jour, Bella ne rentre pas. Plus les heures passent, plus la mère pâlit. Toutes les 10 minutes, elle dit au père, il s'est passé quelque chose, c'est pas normal. Et le père essaye de la rassurer. Avec l'administration, il n'y a pas d'horaire fixe, dit-il. Elle va arriver, la nuit tombe, Bella n'est toujours pas là. Et personne n'ose bouger, ni parler. On recommencera à vivre lorsqu'elle sera parmi nous, dit la mère, pas avant. Les parents arrivent à échanger quelques mots de temps en temps, et la mère, pour dire que c'est de sa faute, qu'elle aurait dû l'attacher pour l'empêcher de sortir, et le père, pour tenter de la rassurer, mais sans vraiment y croire. Le lendemain, l'attente continue, le lendemain encore une fois, toujours pas de Bella, et le père apprend qu'elle a été envoyée à la prison d'Évreux, là où il avait été emprisonné. Alors, en fait, elle est repartie après directement à Nancy, une lettre d'ailleurs de Drancy, puis plus rien, bien sûr.
Il n'y aura rien d'autre, c'est Auschwitz. Alors Bella est morte à Auschwitz, mais son souvenir demeure à travers ce livre, Antoine, et aussi grâce à ce qu'on appelle le comité Tlemcen. Oui, vous savez ce que c'est le comité Tlemcen? C'est un comité qui, à Paris, a posé des plaques sur les collèges et les écoles où les enfants juifs ont disparu. Et au collège Gambetta, où Bella fut scolarisée, c'est Bertrand Delanoë, qui à l'époque était maire de Paris, le 15 mai 2004, qui a prononcé un discours absolument magnifique qui est à la fin du livre et qui est un discours d'hommage évidemment aux enfants qui ont disparu, exterminés par les nazis, dénoncés par la police française, etc., et emmenés par la police française. Mais Bertrand Delanoë raconte cette histoire et cite évidemment Bella. Et ces cérémonies qui ont lieu dans les écoles de Paris, où des enfants ont été arrachés à la vie parce qu'ils étaient juifs, sont très éprouvantes, mais sont en même temps indispensables. Elles doivent être des moments d'espoir et de force, dit Delanoë. En soutien aux associations, et en particulier à cette association Tlemcen, écrit Delanoë, nous voulons faire de l'histoire une arme au service de la vie. L'être humain peut être immensément généreux, inspiré, intelligent, fraternel, mais il peut être aussi ce barbare qui, à travers les siècles, invente des idées et des actes pour détruire l'autre. Alors le nom de Bella, gravé sur la plaque intérieure du collège, est pour sa sœur une justice qui lui est rendue pour toutes ces années de disparition. Antoine, juste finalement, Liliane, dans son malheur, a eu beaucoup de chance dans la mesure où il n'y a qu'une sœur qui a été déportée visiblement. On voit des familles entières qui sont arrivées de Pologne en France, dont la majorité des enfants, des parents ont été déportés. Donc finalement, la fratrie, visiblement, d'après ce qu'on comprend, a survécu. La fratrie a survécu. Il n'y a qu'une seule. Vous savez, grâce à qui? Grâce à la mère. Oui. Parce que la mère était formidable. Elle veillait sur tout le monde de façon extraordinaire. Elle parlait à peine français. C'était plutôt le yiddish qu'elle parlait. Mais c'était extraordinaire de voir comment cette mère protégeait ses enfants et faisait tout pour leur éviter toute arrestation possible. Quand elle les retire de l'école, ça a des conséquences quand même graves. Je vous ai dit tout à l'heure que Liliane n'a jamais été à l'école. Évidemment, elle va récupérer après, mais ne pas aller à l'école, c'était ne pas risquer d'être déportée, ce qui était le cas de toutes celles qui, juives, étaient repérées à l'école. Merci beaucoup Antoine. On rappelle le titre du livre, Pour une place dans le lit, Liliane Siegel, et c'est aux éditions Bordelot. À la semaine prochaine.